Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille, Justice, Enfance. Encore un direct ce soir depuis Coulommiers-Chamiers à Périgueux dans le 24 avec la famille Martin au grand complet ce soir. Donc Jennifer Martin qui revient nous voir parce que je l'ai appelée, parce qu'il y a une base théorique dans laquelle on peut puiser et que j'avais des questions à poser sur d'autres sujets. Vous vous souvenez peut-être de la conférence Lux Média à laquelle nous avons participé il y a 2 ou 3 ans, je crois, émission numéro 67, avec notamment Maïté Lone, de porte-parole d'Innocence en danger Belgique, la présidence de la Fondation Argus, etc. Il y avait Sandrine Voil, il y avait Alain Rioux, il y avait Francis Lalanne qui avait fait une jolie chanson, et il y avait Richard Boutry, à l'époque on le voyait un peu partout. À la suite de ça, j'avais interrogé Joël Monze, qui est un expert en génétique, qui est canadien, et on avait commencé à aborder un thème qui était la surmédication des enfants. Tous ces gamins, en fait, qu'on n'envoie plus au sport, qui dès qu'ils bougent un peu, on leur donne du Ritalin, on les calme et autres. Et moi, j'avais envie d'aborder à nouveau ce sujet. Donc, j'ai appelé Jennifer. Jennifer, bonjour. Bonsoir Stéphane. Bonsoir, vous allez bien ? Oui, ça va bien, ça va. Donc, vous revenez finalement, vous avez vu. Oui, finalement. Ah bon, d'accord. Et d'être revenu avec les invités spéciaux. Et ce soir, il y en a 3. Il y a Robin. Bonjour. Bonjour. Il y a Elliot. Bonjour. Et il y a... Bonjour, Arthur. Arthur, j'avais oublié Arthur. Il y a Arthur qui est avec nous, Arthur qui fait le son, la technique avec moi, qui regarde pour vérifier que tout se passe bien. Voilà. Bon, Jennifer Martin, dites-moi, est-ce que c'est vrai qu'on surmédicalise nos enfants ? Qu'est-ce qu'on observe en Occident, là en Europe, depuis quelques années ? Dites-moi. Alors déjà, d'une manière générale, je ne crois pas me tromper en disant que la France est le pays peut-être au monde où nous consommons le plus de psychotropes, d'une manière générale. Oui. Mais au départ, avant, c'était les adultes. Avant. Alors aujourd'hui, donc en préparant l'émission, en faisant une recherche là un petit peu, donc j'ai regardé, je suis tombée sur le rapport du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, rapport qui date de mars 2023, donc qui est assez récent, et qui nous explique que depuis 10 ans, on observe une augmentation de la prescription des médicaments psychotropes comme les antidépresseurs et les somnifères chez les 6-17 ans. D'accord. Donc, les bases, enfin, les chiffres au niveau de l'assurance maladie et de l'ANSM. Donc, c'est pas une légende urbaine. Non, on donne des médocs à nos enfants. Quoi. Non, c'est pris sur donc, des organisations, des agences nationales, puisqu'on parle de l'Agence nationale de la sécurité du médicament, et qui nous parle d'augmentation donc, de ces prescriptions, de cette consommation, donc notamment au niveau des hypnotiques et des sédatifs. On parle d'une augmentation de 155% entre 2014 et 2021, donc qui sont des somnifères globalement. Et concernant l'augmentation de la consommation de psychostimulants, dont la Ritaline, on nous parle d'une augmentation de 78%. D'accord. À partir de quel âge on constate que les enfants commencent à prendre de l'Exomil, des trucs comme ça, quoi ? Alors, j'ai pas de réponse là à vous donner, juste, mais enfin, certaines, je veux dire, mais là, en tout cas, ce rapport, il nous parle à partir de 6 ans. Ouais, donc ça correspond à ce que m'avait dit une directrice d'école qui m'avait expliqué qu'une très très grande partie des enfants dans son école primaire étaient soit suivis par le CMP, soit par une orthophoniste et qu'elle voyait passer parce que on ne peut plus donner ne serait-ce qu'un paracétamol à une école primaire sans passer par le responsable de l'école parce que voilà, c'est maintenant on en arrive à ce niveau-là. Maintenant, ils ont tellement peur de se reprocher des choses que toute ordonnance ou toute prescription, y compris anodine, passe par eux. Et donc elle voit ce que les enfants prennent. Et effectivement, les enfants prennent des médicaments qui, à une époque, étaient réservés aux adultes. Ça, c'est très clair. C'est bon, ça, pour les enfants ? Alors... il faut savoir qu'un enfant n'a pas son cerveau mature, qu'il est en plein développement, que lorsqu'on parle de traitements comme des antidépresseurs ou des psychostimulants, ils agissent sur les structures cérébrales comme le réseau dopaminergique ou noradrénergique, donc sur des messagers qu'on a directement dans le cerveau. Et donc, forcément, ils vont avoir un effet, en tout cas pour calmer, quand on parlera un petit peu plus tard de l'effet de la Ritaline, par exemple. Mais ils ont un impact forcément puisque le cerveau est en plein développement et
On peut se poser un certain nombre de questions, en tout cas, sur l'effet à long terme. Alors, parce qu'on ne connaît pas les effets à long terme. Aucune étude n'a été faite sur les effets à 20 ou 30 ans des anxiolytiques et des psychostimulants sur les enfants en bas âge. On ne sait pas ce que ça leur fait dans 30 ou 40 ans, on n'en sait rien. Alors, ce qui me vient, par exemple, là, il y a 15 ans de ça, un peu moins, 2010, on avait eu, alors c'était pas sur les enfants, mais c'était sur les personnes âgées. Il y a une étude qui est sortie, qui était sortie dans Sciences et Avenir d'ailleurs, qui avait été publiée à ce moment-là, sur l'impact de la prise des benzodiazépines sur le développement de maladies dégénératives chez les personnes âgées. D'accord. Donc à terme, effectivement, le cerveau était peut-être... oui, d'accord. Bon, oui, là, par exemple, quand on parle du TDAH, on va l'aborder un petit peu plus tard. La seconde partie sera sur le TDAH. Quand on parle du TDAH, une des causes qui est envisagée par les chercheurs, par les scientifiques, c'est par exemple la prise de certains médicaments pendant la grossesse. C'est quelque chose qui est évoqué. En fait, c'est la surmédication de la société qui, quelque part, se répercute sur les enfants. Alors, oui, je dirais qu'on peut voir les choses d'un point de vue beaucoup plus macrocosmique, enfin en tout cas plus général. Prenons du recul. Est-ce que ça vient d'Amérique du Nord? J'ai l'impression que ça vient du Canada, du Québec, des USA, que c'est là-bas que ça a commencé, que ça vient vers nous maintenant. Alors oui, on parle du Brésil aussi, je crois. C'est possible. Brésil, je crois avoir lu 20% des enfants, dans certains endroits, 20% qui prennent des psychostimulants, il me semble. Bon. Qu'est-ce que le Ritalin? On parle beaucoup du Ritalin. Il y a eu des scandales aux États-Unis par rapport à ça. Je sais que quand j'étais... Je vais répéter, c'est une phrase que je répète souvent. Quand j'étais petit, on me disait si tu as envie de courir, va courir. Va jouer au foot avec tes amis. Si tu as envie de bouger, bouge. Qu'est-ce que c'est le Ritalin? Ça fait quoi aux gens, le Ritalin? Alors, c'est un dérivé d'amphétamine. Donc c'est un médicament psychostimulant qui va avoir un impact sur le système dopaminergique. Donc sur la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui a une action sur le plaisir déjà, la sensation de plaisir, mais aussi sur notre activité, notre volonté et notre contrôle moteur. Donc en fait, par une action particulière, puisque les enfants, quand on parle de troubles de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, on parle aussi d'impulsivité, donc on parle d'une difficulté, d'une impossibilité à contrôler, et donc par l'action de ce médicament, en fait, ce médicament va stimuler le frein cérébral, donc il va permettre en fait que l'enfant puisse contrôler son comportement, ce qui est un des symptômes majeurs, donc la difficulté de contrôle, l'impulsivité dans le syndrome du TDAH, par exemple. Est-ce que c'est anormal pour un enfant de 8-9 ans d'avoir envie de bouger? Alors, pour moi, c'est là une des grosses difficultés, un des gros problèmes par rapport à ce sujet. C'est que, oui, bien sûr que le TDAH est sous-diagnostiqué dans certains cas. Effectivement, il y a des enfants, et on le voit d'ailleurs, il y a un maintien après à l'âge adulte de ces problématiques-là parce qu'ils n'ont pas été diagnostiqués enfants. Le risque, c'est de poser un diagnostic qui soit trop rapide ou qui ne soit pas fait dans les règles, j'ai envie de dire, de l'art, puisqu'on parle quand même là de quelque chose qu'on observe. On observe des comportements, donc c'est de demander en fait déjà donc de pouvoir observer l'enfant d'un point de vue clinique au niveau des entretiens, de pouvoir interroger aussi les parents, de pouvoir aussi interroger les enseignants, les adultes qui sont autour de cet enfant, et surtout de voir depuis quand c'est comme ça. Parce que une des difficultés dans le diagnostic aussi, c'est que l'hyperactivité, l'impulsivité, la difficulté d'attention, ce sont des symptômes, des signes que l'on va repérer déjà dans d'autres troubles, mais qu'on va aussi repérer en lien avec d'autres choses. Un enfant qui a vécu une situation traumatique, par exemple, va avoir des troubles de l'attention, va avoir une difficulté à se concentrer, va avoir une difficulté à contrôler certains de ses actes, va avoir des colères ou de la frustration beaucoup plus que d'habitude.
Voilà, on peut voir ça aussi quand il y a de l'anxiété de performance, comme on peut le voir à l'école. Moi, j'ai beaucoup ça dans mon cabinet en ce moment, des enfants, en fait, des collégiens notamment, voilà, qui ont une pression telle au niveau des notes, voilà, dès qu'il y a des notes un peu basses, qui se mettent vraiment dans des états émotionnels importants. Oui, voilà. Pourtant, si vous voyez ce qu'on demandait à mon grand-père, bon, ça c'est un autre sujet, c'est un autre point. Donc je suis un peu méchant des fois, mais c'est bon. Dites-moi, parce qu'on le sent flotter, là on va en parler. Hein. TDAH, déjà, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est ? Alors le TDAH, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. D'accord. Donc, c'est un trouble qui a été défini, qu'on retrouve dans la Bible des troubles mentaux, qui est le DSM. Et donc, il va nous parler de 3 grands facteurs, grandes manifestations du trouble. Il y a donc des difficultés d'attention, une inattention très importante avec une hyperactivité et une impulsivité. Donc, on voit par exemple des enfants, alors, ce qui est décrit, on voit des enfants qui sont facilement distraits par ce qui les entoure, qui ont du mal à rester assis ou debout sans bouger, qui interrompent facilement les autres dans une conversation sans s'en rendre compte. Enfin, voilà, on va décrire ça. Alors, est-ce que vous me donnez là, c'est la définition d'un enfant quelque part ? Alors, c'est toute la chose, en fait, c'est toute la difficulté. Mais oui. Alors, ce qui est important à prendre en compte, c'est déjà l'aspect souffrant. C'est-à-dire que l'enfant, il va... Là, ce que vous dites, c'est la définition d'un enfant, oui. Dans certains critères, à un certain niveau encore, de manière raisonnable, oui, mais bon. Oui, et puis, alors... ce qui est important aussi à considérer, c'est comment on considère les questions d'attention. C'est-à-dire que l'attention, c'est quelque chose qui n'est pas durable dans le temps. Quand on demande, par exemple, à un enfant de rester attentif à une tâche pendant 1 heure sur sa chaise... C'est pas notre maximum journalier, ça d'ailleurs, 1 heure. J'avais lu ça quelque part. On n'a pas droit à 1 heure d'attention maximum par jour, qu'on doit bien utiliser. C'est pas ça, biologiquement ? Je veux dire, la capacité, on est en optimum, on a un optimum intellectuel d'1 heure par jour, je crois. J'ai lu ça quelque part, il me semble, non ? En continu ? Oui. Alors, ça non, je veux dire sur l'ensemble. Oui, sur l'ensemble, oui. Ça, et l'attention, c'est quelque chose on a des décrochages attentionnels bien sûr, constants. Il me semble aussi, c'est normal, quoi. Donc, et encore plus, chez les enfants, c'est pour ça que la question de l'apprentissage, quand on parle des troubles des apprentissages et de l'apprentissage, à la base d'un apprentissage, il y a la notion de plaisir qui doit être présente, en fait. Vous voyez, et l'attention, c'est aussi c'est ce qui va sous-tendre toutes les capacités cognitives qui vont permettre un apprentissage, comme la mémoire, la concentration, la compréhension, tout un tas de capacités cognitives sous-jacentes. Donc le TDAH, on a dit en fait, donc ces enfants qui, je suis de la génération X, moi, après les baby-boom. J'étais un peu dissipé à l'école, on était assez nombreux à être un petit peu dissipés à l'école. À une époque, on allait au coin, on allait faire des tours de stade, où on allait un peu en retenue. Et là, quelqu'un a dit que c'était pas normal, c'était médical et qu'il fallait les shooter, en fait. C'est ça ? Alors... Je ne dirais pas les choses comme ça exactement, Stéphane. Oui, non, disons que alors, ce qui est quand même aussi très important à prendre en compte dans le diagnostic, c'est la question depuis combien de temps l'enfant a ces manifestations. C'est-à-dire qu'on parle dans le DSM d'au moins 6 mois observables. Et selon certains psychiatres, j'écoutais l'interview d'une interview sur France Culture là, de 2021, une psychiatre très, très intéressante qui expliquait qu'en fait, pour elle, c'était même depuis la naissance. C'est-à-dire que ce sont des enfants, pas la naissance, depuis l'âge de la marche. Ma fille était dissipée dans le ventre de sa mère. Hein. J'avais la main dessus, je pouvais constater. Alors non, c'était pas la naissance, pardon, mais plutôt au moment de la marche, en fait. Il y a des choses qu'on va pouvoir repérer à partir de la marche. D'accord. Voilà, et qui restent, qui restent, et qui du coup... On va rappeler aux gens, l'enfant est dans la mère, les besoins fondamentaux, le 4 pattes, il commence à s'évader, à sortir, à faire son environnement,
il marche, il rentre dans l'univers, il prend son indépendance. C'est ça, hein? Tout à fait, son autonomie, de plus en plus. Oui. Ouais. En gardant quand même un regard vers papa, maman, les adultes qui sont là, parce que c'est avec ce regard sécurisant, avec le regard de l'adulte qui va lui dire « Oui, tu peux y aller, vas-y, tu es sécure-là, qui va pouvoir continuer à faire ses pas. » Et puis nous, on lui met des protections qui s'agrandissent au fur et à mesure. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il se construit aussi, d'ailleurs. Donc ça, c'est effectivement ça. Ouais. On me l'a expliqué, je crois que je l'ai un peu assimilé. Mais donc là, à un certain moment, on peut se rendre compte que c'est plus des comportements enfantins, c'est trop, on va le dire. Enfin, dans certains cas, c'est trop, c'est ça? Alors oui, l'hyper. On est dans l'hyper, mais ça aussi, ça pourrait être discutable. J'ai une position particulière là-dessus, c'est que l'hyper, vous voyez, c'est comme quand on parle de l'hypersensibilité, les enfants hypersensibles, qui par exemple commencent à avoir mal à la tête quand il y a trop de bruit dans la classe ou dans la cantine, ou qui se mettent à pleurer quand la maîtresse leur dit que ça ne va pas à leur travail. On dit que ces enfants sont hypersensibles, mais nous sommes dans un monde qui est hyper violent. Et du coup, voilà, moi je m'interroge sur ces questions autour de ce qu'on appelle hyper, et qui finalement, est-ce que c'est l'enfant qui est hyper sensible, ou est-ce que c'est la société qui est tellement violente que pour lui, c'est une façon qu'il va avoir de se protéger? Et ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'on on stigmatise finalement peut-être ceux qui se protègent et qui vont manifester, d'une certaine façon, la violence de notre société. Oui, mais il y a toujours eu des écorchés vifs. D'ailleurs, après, ils finissent musiciens ou artistes. Mais je veux dire, par rapport au TDAH, la grande question qui vient, c'est est-ce qu'on n'a pas tendance à mettre cette étiquette, quelque part, parce qu'on a défini une pathologie qu'avant on gérait dans la société sans la définir, quelque part, parce qu'elle faisait partie de l'environnement. Elle existait avant. C'est pas parce qu'un jour quelqu'un a dit ceci est le TDAH que tout d'un coup, il est apparu. Il existait auparavant. Donc, on l'a nommé. Oui. Est-ce qu'on n'a pas eu tendance à mettre cette étiquette sur trop d'enfants à la surdiagnostiquer? Alors, oui, moi, oui. D'accord, ok. Oui. D'accord. Oui. Et alors, le risque, si vous voulez, c'est que quand on diagnostique un enfant, quand on pose une étiquette, le diagnostic, c'est un peu comme le feu. Le feu, vous voyez, ça nous réchauffe, mais ça nous détruit aussi, parfois. Oui, le mot. Oui. Tuer comme ça, exactement. Absolument. Le tu, en fait, l'étiquette va tuer le potentiel développemental de l'enfant à certains endroits. Il va même créer aussi quelque chose de l'ordre d'une forme de prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que à partir du moment, et c'est le risque avec le diagnostic, parce que le diagnostic, il peut avoir vraiment, il peut être très aidant pour certains enfants, certaines familles, c'est-à-dire dans le sens où, voilà, on a enfin posé quelque chose, on sait enfin ce que l'enfant a, donc on va pouvoir lui proposer une prise en soin, une offre de soins, pour lui et sa famille, ainsi que à l'école, et faire en sorte que les choses puissent s'apaiser pour lui. Donc ça, bien sûr, que pour ces diagnostics-là et pour ces enfants-là, c'est important que ça puisse être fait. Là où c'est dangereux, c'est quand c'est surdiagnostiqué, c'est-à-dire que des enfants qui sont turbulents, on va les diagnostiquer TDA, voilà, on va les mettre sous certains traitements qui ont des impacts dont on n'a pas encore connaissance aujourd'hui. Mais bon, j'ai dans ma patientèle des enfants qui ont pris des psychostimulants, qui en prennent, etc. Et effectivement, j'ai pu observer, moi, en séance, qu'il y a des choses que les choses se calment. Mais il faut prendre en considération l'enfant dans son environnement. Oui, il y a quand même plusieurs psys qui m'ont dit, vous faites une dépression, vous avez des soucis, vous prenez des antidépresseurs, ça marche. Vous allez faire du sport durant 1 an, ça marche. Vous allez marcher dans la nature, ça marche aussi. Bien sûr. Donc, la médicalisation, est-ce que c'est vraiment la solution, en fait? Alors... vous êtes une professionnelle et une maman. Alors, pour moi, c'est pas la solution, en tout cas, que j'utilise pour mes enfants. Voilà, ils pourraient vous le dire, ils sont là. Alors, je confirme, ils sont vivants, il n'y a pas de souci, ils sont en bonne santé. Alors, attention, encore une fois, je ne veux pas diaboliser, parce que ce à quoi il est important de faire attention aussi, c'est à la question de la culpabilisation des parents. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui sont démunis dans ces situations-là, qui sont face à des professionnels qui veulent... les professionnels veulent être aidants, veulent aider. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut diaboliser le médicament. Non, ça c'est mon discours à moi. J'ai tendance à dire, c'est la question que je posais en fait, et c'était le thème de l'émission, est-ce qu'on n'est pas en train de la surmédicamentation? Lorsque j'entends que les écoles primaires, les dirigeants d'écoles primaires me disent que quasiment la moitié des
les enfants sont concernés par des traitements, donc on est en train de leur dire tu as des problèmes en même temps, comme vous l'avez dit très bien. Je me demandais si vraiment on n'était pas un peu trop dans tout ça, quoi. Oui, mon avis personnel et de maman et de professionnel, c'est que oui, bien sûr, mais on pourrait aborder la question sous l'angle du système aussi, hein, mais bon, ça c'est autre chose, mais oui, et le risque, alors... Il y a des médicaments avant Là, c'est mon côté conspi qui ressort. Là. Ah oui, alors... Bon, l'idée là, c'est de rester vraiment, je pense, c'est d'éviter les extrêmes, parce que les extrêmes, c'est toujours ça qui peut, amener les personnes qui effectivement ont des enfants dans leur famille, un enfant dans la famille qui souffre de TDAH, qui sont dans des situations... Non, mais si quelqu'un a un problème et qu'il est malade, il faut l'aider. Bien sûr. C'est évident. Mais avons-nous la moitié de nos enfants qui nécessitent des soins dans notre société aujourd'hui? C'est la question qu'on peut se poser aussi. Alors, pas trop loin. Quoi. Ce que le rapport là du Haut Conseil... CMP sont complètement débordés, il n'y a plus de place. Oui, beaucoup d'attentes. Et c'est justement ce que j'allais vous dire, c'est que le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, en plus de l'observation de l'augmentation de la médication des enfants, nous parle également d'une insuffisance de l'offre de soins pour les enfants et les adolescents dans notre pays. Et qu'en fait, ils font le lien entre la surmédication des enfants et en fait le fait que les professionnels aussi puissent être démunis, parce que quand vous voulez envoyer un enfant en CMP et que vous avez, pour certains endroits, un an d'attente, alors ça, je peux l'entendre. Ayant travaillé auprès de gens qui avaient des problèmes, des dysfonctionnements familiaux assez importants, quand il faut s'occuper d'une situation d'urgence, on ne sait pas le faire. On va le dire très clairement, quand un enfant a un problème et qu'il faut intervenir de manière urgente, la société actuellement est absolument incapable de le faire. Donc, je ne dis pas que les gens sont de mauvaise volonté, hein, mais c'est juste que la façon dont nous sommes organisés, la façon dont les choses sont faites, fait qu'on ne peut pas gérer les agressions à l'école, les choses on n'arrive pas à suivre le rythme de l'enfant dans la façon de s'en occuper. Peut-être qu'effectivement, la médication est une solution de facilité. Alors, je dirais juste que je ne crois pas que ça soit qu'on n'arrive pas à suivre le rythme de l'enfant. Je crois plutôt que c'est l'enfant à qui on demande beaucoup de choses là, dans ce système, et qui manifeste par une symptomatologie particulière, une difficulté à suivre ce qu'on lui demande, en fait. Je verrais plutôt les choses comme ça. Alors, il y a plusieurs choses. Hein. À l'école, vous dites qu'il y a une pression très importante. Moi, j'aurais tendance à dire qu'à mon époque, on nous donnait les notes, les interros, tout ça, de la mieux notée à la moins notée, qu'on était beaucoup plus évalué et autres. Ma fille a grandi en Asie, je peux vous assurer qu'elle avait une espèce de cahier avec des cases à cocher, comme ça. Elle était vraiment décryptée de manière... C'est pas pour autant qu'ils sont traumatisés là-bas, en Asie. Donc moi, je me demande, en fait, d'où vient cet état d'esprit français, occidental, en fait, où il n'y a plus de notes, où il n'y a plus de choses comme ça, des smileys, 3 sortes d'évaluations, puis en même temps des enfants qui vivent mal parce qu'ils disent qu'ils sont en compétition, alors que les systèmes scolaires les plus performants du monde actuellement, qui sont à Singapour, à Tokyo, à Hong Kong, voire une école privée internationale, fonctionnent, elles, un petit peu à l'ancienne. Donc ça, c'est la première interrogation que j'ai par rapport à ça. La deuxième, j'ai quand même beaucoup de gens qui sont venus me voir parce que les couples avaient explosé. Il faut savoir qu'un drame qui concerne un enfant, très souvent entraîne l'explosion du couple. Hein, c'est comme l'apparition d'un enfant handicapé. Un enfant qui se fait agresser à l'école ou un problème mal géré, c'est toujours la faute de l'autre. Donc, statistiquement, dans la gestion des divorces et leur composition, on rencontre beaucoup d'enfants qui soit sont à l'origine, enfin, pas à l'origine, mais ou qui après ont des soucis. Vous avez un gamin qui a un problème à l'école. Moi, si j'étais à Bangkok, les policiers, ils y allaient dans les 3 heures ou 4 heures. J'ai eu plusieurs cas ici en Dordogne, la petite fille qui rentre chez elle et pris un doigt, 3 semaines pour qu'ils aillent voir ce qui s'est passé. Et en maternelle, ils ont oublié. Hein, donc non, on n'est pas capable de s'occuper de nos enfants en suivant le rythme de l'enfant, c'est ce que je voulais dire. Quand on est une audience au juge des enfants ou au juge familial, que ça se compte en semaines, en mois ou en années. Donc l'enfant, pour lui, une semaine, c'est un univers. Ouais. Donc c'est ça que je voulais dire. Oui, j'avais pas compris du coup votre propos. C'était par rapport. Il y a les deux choses. Je pense que l'école demande moins de choses, mais je pense que la société, lorsqu'elle s'occupe de nos petits, n'est pas organisée pour le faire en fonction des petits qu'on a. Voilà. D'accord. Ce que vous voulez dire, moi j'avais pas compris dans ce sens-là. Et donc je me demandais si le fait de donner des médicaments, c'était pas une facilité. Quand on les met devant la télévision, on leur donne une pilule.
Je dirais, c'est une solution de facilité dans la mesure où alors, encore une fois, je ne dis pas ça pour toutes les situations, parce que je ne veux pas qu'on pense que je diabolise le médicament. Non. Simplement, il y a un certain nombre de cas et de situations où effectivement, c'est une situation qui est plus facile parce que un enfant demande du temps, demande de l'écoute. Faire grandir un enfant, ça demande du temps, de l'écoute, de l'attention. C'est une œuvre collective, comme on l'a dit tout à l'heure. Tout à fait. C'est une œuvre collective. Et comme on dit en proverbe africain, ce que je vous disais aussi, c'est ce qu'on dit en Afrique, s'il faut un village entier pour élever un enfant. Alors élever, moi j'aime bien l'utiliser dans le sens de élever... oui, faire monter. Faire monter, tout à fait. Il s'envole, tout à fait. Exactement. C'est exactement ça. Voilà. D'ailleurs, on va dire aux parents, on ne pourrait pas les culpabiliser, à partir de quand votre enfant, à partir de quand est-ce qu'il faut consulter, à partir de quand il faut s'en occuper, et jusqu'à quand, en fait, la solution, c'est on va courir, va jouer dehors, va te dépenser. Et par contre, quand est-ce qu'on va voir un professionnel? Où est la limite, où est le stade? Alors là, ce qui me viendrait spontanément, ce serait de dire à partir du moment déjà où on commence à se poser des questions. En tant que parent. Je dirais, tiens, j'ai remarqué que là, il n'est pas comme d'habitude. On commence à ne plus comprendre. Voilà, donc, parce que il n'est pas comme avant, il n'est pas comme d'habitude. Tiens, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de lui parler, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui se crée, il y a une distance qui se crée, alors qu'il peut être tout à fait explicable et expliqué. Donc, quand on commence à se poser des questions, déjà, c'est de ne pas rester avec ces questions. D'en parler avec des personnes en qui on a confiance déjà. Ça, c'est la première chose. D'en parler avec son enfant, bien évidemment. À partir du moment où on commence à se poser des questions, c'est de pouvoir lui montrer qu'on s'intéresse à ce qu'il vit. Tiens, je remarque, ça va, tu pleures souvent en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des choses à... Bon, et quand les parents ne trouvent pas de réponse à leurs questions, ils peuvent effectivement consulter. C'est important de ne pas rester. Moi, ça m'arrive régulièrement d'avoir des parents qui viennent, c'est juste un rendez-vous ou deux, en fait. Ils se posent des questions, ils sont inquiets, ils se demandent... Je rencontre l'enfant, on a une séance ou deux, je me rends compte que en fait ça va bien et que le parent a juste besoin d'être rassuré sur un certain nombre de choses. Bon, et puis parfois on se rend compte qu'à l'école, il se passe des choses qui sont compliquées pour moi l'enfant. j'ai fait ça une fois, j'en ai affiché quelqu'un, je lui ai dit faites-moi un audit. C'est chez l'entreprise qui parle, mais je disais dites-moi que ça va ou ça va pas, dites-le moi, vous la voyez le temps qui est nécessaire, est-ce qu'elle va bien? Je dis il faut pas hésiter à faire ça. Si on a un doute quelque part, il faut aller voir quelqu'un qui sait. Tout à fait. C'est mieux que de donner avec le médecin généraliste des solutions peut-être trop rapides, quoi. Tout à fait. Alors, les solutions, elles peuvent être autour bien sûr, de la psychothérapie pour l'enfant. Vous parliez du sport, l'activité, c'est quelque chose d'important. L'expression de soi. Tout à fait. Tout ce qui va être autour aussi de choses comme des pratiques artistiques, comme faire des... alors, de la psychoéducation aussi très important. C'est-à-dire que les enfants, très important qu'ils apprennent, qu'on leur apprenne en fait à identifier leurs émotions, les repérer, les verbaliser. Parce que il y a un lien. Alors d'ailleurs, je vous le conseille très fortement. Un film absolument super à voir qui s'appelle Le cerveau des enfants, qui est sorti en 2017, où on explique, c'est un film documentaire en fait. Alors elle est allée faire, j'ai presque terminé, mais ça se passe aux États-Unis, mais on aurait pu faire aussi ça en France parce qu'il y a des écoles qui proposent ça et qui nous expliquent vraiment le lien qu'il y a en fait entre des déficits comme cela au niveau attentionnel et les émotions des enfants. Et là, on a vraiment quelque chose aussi à creuser à ce niveau-là. Bon, je mettrai le nom du film dans le commentaire de la vidéo YouTube. Bon, les enfants, les schtroumpfs, là, ça va? C'était bien? Oui? Super. Super. Vous reviendrez? Bien sûr. Oui? Vous reviendrez nous voir un petit peu? Ouais. Bon, ok. Jennifer, merci d'être venue. Merci de m'avoir invité, Stéphane. Je vous en prie. Et puis, on vous trouve comment déjà? 33 boulevard Georges Saumande, Espace Rainbow, à Périgueux. Très bien. À bientôt tout le monde, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Famille, justice, enfance.